Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations que vous vivez au quotidien avec vos enfants. D'un point de vue social, quelle image vous pensez renvoyer en tant que parent solo ? J'ai eu le sentiment de faire un peu pitié. Et en fait, c'est pas agréable du tout. C'est-à-dire que tu as du coup une relation sociale qui se modifie un peu parce que tu renvoies aussi quelque chose qui peut arriver aux autres. Puis il y en a d'autres qui te prennent pour un super-héros. Et c'est tout aussi exagéré que l'autre parce que tu fais ce que tu peux, comme le disait Nathalie, et t'es loin d'être un super-héros. En fait, t'as pas choisi cette situation. Enfin. Bonjour, je suis Romain Maury, j'ai un enfant qui s'appelle Noé, je suis animateur radio et je produis des podcasts. Bonjour, je suis Elodie Emo, j'ai 2 enfants, Baptiste et Flora, et je suis infirmière puéricultrice. Parents pas parfaits, c'est un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes, aux papas, aux mamans, qui nous donne un regard complémentaire sur la parentalité, sur leur parentalité, comme ils la vivent au quotidien. Des parents qui parlent à des parents. Il y a aujourd'hui en France près de 25% de familles en situation monoparentale. Être parent solo peut être une expérience extrêmement difficile, mais aussi très enrichissante, comme jongler avec les tâches ménagères, le travail, les finances et bien d'autres choses. Dans ce podcast, nous allons discuter des défis auxquels les parents solos sont confrontés au quotidien et des stratégies qu'ils peuvent utiliser pour mieux organiser leur vie de famille. Voyons ensemble dans ce nouvel épisode les recettes pour être des parents épanouis avec des enfants sereins. On en parle tout de suite avec nos invités. Bonjour Nathalie et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Parents pas parfaits qui est consacré aux parents solo mode d'emploi. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de Parents pas parfaits ? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Nathalie de Courcy, j'ai 49 ans, je suis maman solo de 3 enfants qui ont 17 ans pour l'aîné Margot, 13 ans, bientôt 14 pour Chloé et 11 ans pour Arthur. Je les élève seuls depuis plus de 8 ans, donc ils avaient 2, 5 et 8 ans quand je me suis retrouvée seule avec eux. Et je suis aujourd'hui entrepreneur à la tête d'une entreprise qui s'appelle Accent Égal et qui accompagne les entreprises vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Et le sujet de la monoparentalité et plus précisément de l'accompagnement de la monoparentalité en entreprise me tient particulièrement à cœur et c'est un sujet sur lequel je m'exprime assez régulièrement. Super, magnifique engagement. On va avoir l'occasion d'en reparler après. 3 enfants et femmes d'entreprise. Ouais. Ça c'est beau. Et avec nous pour nous accompagner sur ce nouvel épisode de Parents pas parfaits, Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Romain. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de Parents pas parfaits à ton tour ? Oui, Gabriel du Passage, j'ai 49 ans, j'ai 4 enfants. Et Une horde de... Ouais, des hurrahs. Ouais. Lui aussi, bravo. 4 enfants, j'ai donc 2 garçons et 2 filles. Dans l'ordre, c'est Victor, 21 ans, Tristan, 20 ans, Blanche, 17 ans et Alice, 14 ans. Ouais, voilà. Tu t'es pas trompé, nickel. Un truc horrible. Je ne suis pas trompé. Imagine. Et non, il y a une erreur sur un des âges. Et puis dans la vie, je suis entrepreneur social. Je travaille dans une association qui s'appelle Bouge ton coq. Et chez Bouge ton coq, on rallume la lumière dans les villages quand il y a un commerce qui ferme, quand il y a un médecin qui part. On essaye de redonner de la vie en faisant revenir les commerces d'une manière différente. Revenir les médecins aussi, on essaie d'innover pour trouver des solutions. Voilà. Autre que l'argent, tu veux dire ? Souvent, c'est ça qui les motive. Ouais. On pourra en parler, c'est pas trop le sujet, mais il y a plein de solutions avec de l'énergie et du collectif, on y arrive. C'est joliment dit, en tout cas, remettre de la lumière. J'aime bien l'image, c'est très joli. Remettre de l'oseille au cœur des campagnes. Non, c'est moins beau. Non, il vient de dire qu'il y avait d'autres. Ah oui, évidemment, c'est pour ça que c'est intéressant. Bon, merci. On mettra les liens de toute façon. On mettra les liens d'Accent Égal et puis de Bouge ton coq, des choses que vous mettez en place évidemment. Donc on est là aujourd'hui pour parler de votre vie de parents et de votre vie professionnelle, d'auto-entreprise pour tous les deux. Alors la première question, Nathalie, que je vais te poser et commencer à toi, c'est comment tu décrirais ton quotidien si tu avais des mots-clés à dire? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Comment tu vis ton quotidien de mère, de chef d'entreprise et maman de 3 enfants? Comment ça se gère? Alors, ça se gère. Pas se gérer, ça comme on peut. Il n'y a pas vraiment de semaine type ou de journée type. Je crois que la vie de parents, en règle générale, c'est quand même un lot d'imprévus. Mais c'est vrai que la vie de maman solo ou de papa solo, c'est quand même la course. C'est vraiment une course après le temps. Tout doit être minuté, extrêmement organisé. Et en même temps, il faut que cette organisation-là, qui est poussée à son paroxysme, elle puisse se
réajuster, se réinventer au quart de tour s'il y a le moindre grain de sable qui vient perturber tout ça. Donc c'est beaucoup, à la fois beaucoup d'organisation et puis beaucoup de pression en fait, de cette peur-là de voir cette organisation voler en éclats. Donc du stress, de la fatigue et j'ajouterais de la culpabilité. Et ça, je sais pas ce que Gabriel en dira, mais moi je passe du temps à essayer de me débarrasser de cette culpabilité, de pas faire assez, de pas faire parfaitement. Et je pense que ça, le conseil que je pourrais donner aux parents, c'est essayer de se libérer de ça et de se dire que voilà, on a une vie sans répit, on n'a pas de relais, il faut être bienveillant avec soi. Sache-le, Nathalie, tous les invités que nous avons eu dans Parents pas parfaits suivent des psychanalyses. Tous. C'est pas vrai. Donc, tu peux dire le mot. Non, mais par contre, on répète souvent que pour être bienveillant avec les autres, il faut déjà être bienveillant avec soi-même. Donc, je te rejoins tout à fait dans ton constat et c'est pas toujours facile. Ouais, c'est tellement facile d'être sévère avec soi, en fait. Ouais, et puis alors on va voir avec Gabriel si c'est typiquement féminin ou pas. Après, je suis une femme, donc c'est difficile à dire, mais cette culpabilité, on la ressent déjà en tant que mère, même en couple. J'imagine à quel point ça peut se décupler quand tu es toute seule et que tu te dis, voilà, les choses reposent beaucoup, beaucoup sur mes épaules. Et malgré tout, il faut du temps pour prendre soin de soi. Gabriel, et comment tu décrirais ton quotidien, toi, avec tes 4 enfants? Alors, vos enfants, il y en a pas mal en plus en période d'adolescente, préadolescence en tout cas. Ils peuvent s'auto-garder, c'est ça que tu veux dire? Ça aide un peu? Non, j'allais plutôt dire il peut y avoir en tout cas à l'adolescence des moments difficiles. C'est quoi tous ces poils? Voilà. De changement corporel, mais de changement psychique aussi. Alors, Gabriel, à toi. Ouais, en fait, je te décris mon quotidien aujourd'hui, mais il n'avait pas grand chose à voir avec mon quotidien d'il y a 10 ans. En fait, moi, je suis veuf depuis 11 ans. Donc, il y a 11 ans, effectivement, les enfants étaient beaucoup plus petits et mon quotidien était bien différent. Mais globalement, ce qui n'a pas changé, c'est que c'est hyper speed. Voilà, il faut. Moi, je cherche en fait dans la semaine. Des moments où je peux m'isoler, dormir, lire, hyper important la lecture pour moi. Voilà, je cherche ces moments-là et quand je sens que voilà la cocotte minute est sur le point d'exploser, j'arrête tout et donc c'est est-ce que toi tu dis est-ce que tu as des relais? Non, parce que Nathalie, j'entendais pas de relais. Est-ce que toi de ton côté tu as des relais? C'est hyper difficile les relais, c'est hyper difficile. Alors moi j'ai été super entouré mais il y a de nombreuses années parce que j'ai une famille vraiment hyper sympa qui au départ se relayait un peu le week-end pour m'aider et puis par des amis, des copains, mais c'est vrai que depuis que j'habite à Lyon depuis 3 ans, je suis arrivé à Lyon pour le boulot et là, je connaissais pas grand monde. Non, j'ai pas de. Ouais, t'as pas de relais. C'est pas ta ville natale, donc. Donc, il faut faire sans. Et puis, je crois qu'il faut privilégier aussi, en fait, dans ce tourbillon de la semaine, surtout des moments de pause et des moments de qualité avec les enfants, parce que on peut pas être sans cesse dans le. Faut que je pense à ci, faut que je pense à ça, faut faire ci, faut faire ça, et il faut à un moment. Et alors comment tu arrives à mettre ça en place justement? T'as soit des rituels, soit des. Ouais. Comment tu fais? Bah, tu vois, les rituels, c'est par exemple c'est un peu une discipline sur les repas, de pas les faire à l'arrache et de les faire tous ensemble et de se parler. J'insiste vastement sur la communication. Tu veux dire que chacun mange pas de son côté un sandwich? Ouais, exactement. Okay. Ça, c'est pas possible chez moi. Okay. C'est peut-être un peu rétro, mais en fait, je crois que ça nous aide. Ça vous lie, ouais. Ça nous lie, ça permet aussi de planifier des choses. Puis ça peut-être permet de s'entraider, de s'entraider. Donc les repas pour moi sont assez clés et puis essayer de prendre des moments juste où on se parle mais sans aucune. Ça peut être de la marche, ça peut être des jeux aussi, voilà. C'est des trucs qu'on a. Donc des moments de partage. C'est des moments de partage en fait qui fait que ça te permet d'avoir des moments de répit. Ouais, ok. Ouais, exactement. Ouais. Des moments de calme en fait. Ouais. Et pour en revenir à ces moments où toi tu as besoin de te retrouver, est-ce que tu préviens tes enfants à l'avance en leur disant, ou est-ce que c'est déjà le cas, et tu leur demandes par exemple qu'une fois par semaine
Alors, ça peut être ça comme autre chose, mais genre, je sais pas, le mercredi matin, entre 9h et 10h, papa n'est là pour personne. Alors ça, j'en rêverais, mais malheureusement, à planifier, tu le tiens jamais, ça. Mais tu en rêves, déjà. Mais non, mais en fait, moi, j'ai toujours été hyper clair avec mes enfants. C'est-à-dire que je suis assez dans le démonstratif avec mes émotions. C'est-à-dire que quand j'en peux plus, je leur dis. Et ils le comprennent parfaitement. Et du coup, s'il faut que je m'arrête là dans 10 minutes, je m'arrête dans 10 minutes et en fait, ils le comprennent. Ils ont pas, j'ai un peu de mal à retenir ça. C'est-à-dire que, mais donc tu vas dans le même sens que Nathalie pour dire voilà, en fait je verbalise mes émotions pour dire quand moi j'en peux plus parce que c'est nécessaire aussi à ce que je puisse passer après des moments de qualité avec eux. C'est même indispensable, je dirais. Ouais, je pense que c'est hyper important de l'exprimer. Alors, quand on est solo, je pense qu'on est un peu contraint de ne pas retenir ses émotions parce que sinon ça vous bouffe, quoi. Et je crois aussi que d'ailleurs le fait d'être solo fait qu'on partage plus de choses et notamment ses émotions avec ses enfants et des choses pour lesquelles quand on on essaye de laisser les enfants un peu à l'écart de ça, mais par la force des choses, quand on est solo et qu'on n'a pas d'adulte auquel se confier en rentrant chez soi, je pense que naturellement, en fait, la relation, elle devient différente. Et effectivement, on ose adresser ses émotions plus naturellement, en fait. Plus facilement, plus rapidement. Mais est-ce que vous pensez l'un et l'autre que justement ça fait grandir plus vite vos enfants d'être parents solo et de justement plus vous confier à eux et leur peut-être confier des responsabilités plus tôt? Et est-ce qu'ils verbalisent leurs émotions facilement du coup? Ouais, c'est un peu le danger, je trouve, de savoir où est la limite et de pas faire porter trop sur les épaules de l'aîné, notamment des tâches qui sont pas forcément les siennes ou un rôle qui n'est pas forcément le sien. Moi, j'ai été assez impressionnée parce que ma fille aînée, qui a 17 ans, a rempli Parcoursup, un enfer sur terre. Ah ouais. Elle l'a fait toute seule, du coup, c'est ça? Ah bah non, elle l'a pas fait vraiment toute seule. Elle était plutôt en mode détente, mais mais il y avait une rubrique activité et centre d'intérêt. Et la première question était une question sur ses capacités d'animation et d'encadrement. Donc elle fait bouche bée au départ en disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Elle a rédigé ça toute seule et elle a écrit: je suis l'aînée d'une famille monoparentale, ma mère me confie certaines tâches qui ont boosté mon sens de l'autonomie et des responsabilités. Purée. Mais c'est bien verbalisé, c'est bien son récit, Donc je trouve que forcément ça donne aux enfants. Moi j'étais complètement paniquée quand je me suis retrouvée avec 3 enfants en bas âge en me disant mais mon Dieu ça va leur laisser des traces, des séquelles. En fait, ça leur laisse aussi beaucoup de force. Ouais, c'est ça, c'est que dans toute situation difficile qu'on peut traverser, et d'ailleurs, il y a en tant qu'adulte, en tant qu'enfant, il y a des côtés qui peuvent être très durs, et puis ça développe des compétences, des capacités qu'on n'aurait pas eues si on était resté dans une zone peut-être plus confortable. Faire bien attention à ne pas donner un rôle à son enfant qui n'est pas le sien. Est-ce qu'il y a des différences entre vos enfants au niveau des tempéraments où vous avez pu observer? Alors toi Nathalie, tu dis dans ta séparation de ce que j'entends, et toi Gabriel dans le fait que tu deviennes veuf. Est-ce que vous avez repéré des différences? Voilà, parce qu'il y a toujours le caractère qui vient jouer aussi dans comment est-ce qu'on vit les choses. Est-ce que Nathalie, ça a été plus difficile avec un de tes enfants ou pas? Ou est-ce que il y a une sorte d'harmonisation qui s'est créée? Alors, ça a été différent parce que, comme tu le dis, mes enfants ont des caractères différents et avaient des âges différents. On n'appréhende pas les choses de la même manière. Ça a été très nettement plus difficile, je crois, pour ma deuxième fille parce que la situation post-séparation était compliquée et qu'elle a été témoin de davantage de choses dont elle n'aurait pas dû être témoin. Donc, mais tout ça est très en lien avec leur caractère. Je sais que ma fille est plutôt très forte, se forge une carapace et même parfois peu empathique, mais parce qu'elle se protège beaucoup. La deuxième, au contraire, est ultra sensible et aspire un peu mes angoisses comme une éponge. Le petit, Arthur, avait 2 ans, donc ça a probablement eu moins d'impact sur son évolution. Je pense qu'après, ça dépend énormément du caractère des enfants et de leur façon d'appréhender la difficulté. Ok. Gabriel, tu rejoins Nathalie par rapport à ce constat, toi? Oui, complètement. Après, tu vois, c'est du bon sens, mais l'éducation, la relation entre parents et enfants ne peut pas être standardisée avec tous les enfants. Et c'est ça aussi qui est d'autant plus
qui est un défi pour un parent solo, c'est qu'il porte tout seul un peu l'adaptation à chaque enfant, qui est pas simple. Chaque enfant en tout cas n'a pas vécu le deuil de sa mère de la même manière. Moi, j'ai des garçons très réservés et des filles plus expansives, donc je devais être vigilant à ce que mes garçons s'expriment. Et bon, je vais pas revenir dans le détail, mais évidemment, tu dois un peu t'adapter tous les jours. À chaque enfant. Et après, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que nos situations, tu parlais des souffrances qui font mûrir les enfants. Je pense que c'est clairement une souffrance d'avoir une famille un peu pas comme les autres, entre guillemets. Mais ça les rend quand même, je crois, à part. Et moi, je leur dis, pour positiver ça, parce qu'il y a beaucoup de positifs dans leur pour la façon dont ils grandissent, la façon dont ils appréhendent le monde, que ce sont des enfants extraordinaires. Et depuis le début, je leur dis, vous êtes des enfants extraordinaires, donc vous aurez une vie extraordinaire. Alors au début, c'était un peu sur le ton du ok, il est gentil, extraordinaire. Papa cherche à nous réconforter. Et puis maintenant, on en rit parce que, on en rit, on en sourit. Ils ont intégré ça, quoi. Mais ils ont compris qu'ils avaient quelque chose de différent et que c'était quelque chose qu'ils pouvaient exploiter. Et ils ont peut-être hyper important. Parce que les autres enfants, on parle souvent de résilience, et peut-être qu'eux, quand t'as à faire face à ce genre de choc de vie, parce que c'est vraiment quelque chose de bouleversant pour un enfant. Mine de rien, oui, en effet, ça vient puiser dans plein de choses que peut-être ils auraient eu à faire appel bien plus tard. Donc quand tu dis qu'ils sont extraordinaires, je comprends ce que tu veux dire. Et en effet, ils le sont. Quel parent dirait l'inverse? Ouais, mais là, je pense que... Ouais. Non, oui, c'est sûr. Mais je rebondis sur ce que vous dites. C'est vrai que je me dis déjà, le quotidien de parents... C'est chaud. En couple, c'est très très dur. Et quand tu peux pas passer le relais, parce que c'est vraiment ça, tu peux pas passer le flambeau, tu peux pas faire de pause, tu peux pas dire là, je peux plus, là, faut que je. C'est ça en fait. Et t'es obligé de trouver des solutions parce que tu dis de toute façon, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Donc pas le choix. Et je trouve que ce que vous dites là dans l'importance de verbaliser ses émotions, d'être vraiment en lien avec ses émotions, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en effet, peut-être que quand t'es en couple, tu l'es un peu moins. Tu te laisses, tu les verbalises un peu moins et du coup on se laisse peut-être en effet aussi submerger plus vite. Là vous vous dites de toute façon pas le choix parce que si je fais ça, ça va exploser à un moment donné. Et votre vie sociale, Nathalie, du coup, comment ça se gère une vie sociale de parents solo? Des fois on entend dire c'est pas facile. Est-ce que ça boit des coups tous les soirs? C'est ça la question. Là t'idéalises. Je te confirme. Parce que quand t'es en couple, même en couple. Oui, non, mais quand t'es en couple, parce qu'on a des amis qui ont peut-être des parents de vie solo, mais différents dans le sens où ils sont en garde alternée. Donc ils ont une semaine sur deux où chouille complète. Voilà, où c'est la chouille. Et en fait, avant de répondre à ta question, je voulais revenir parce que tu disais tout à l'heure, vous devez gérer tout parce qu'il n'y a pas de relais, etc. Mais en fait, il n'y a pas, quand on est parent solo comme Gabriel ou moi, c'est-à-dire vraiment solo, il n'y a pas que la gestion du quotidien en fait. Il y a aussi le fait de décider de tout, de financer seul. En fait, il y a une charge mentale qui est effectivement pas comparable. Moi, je suis un peu agacée quand on me dit mais finalement, je vois pas bien la différence entre une maman solo comme toi et puis une maman dont le mari est souvent en déplacement professionnel. Peut-être pas la même, ouais. C'est pas la même et je dirais même que voilà, en garde alternée, effectivement, une semaine sur deux, il faut partir plus tôt du boulot, il faut s'organiser, etc. Le répit, on l'a la semaine suivante. Bah oui, ça, tu te dis allez tiens bon, la semaine prochaine, t'es un peu tranquille. Pyjama toute la semaine. Donc il n'y a pas que la gestion du quotidien. Oui, il y a tout à porter sur l'avenir de tes enfants, leur éducation. Et c'est de là que vient la culpabilité dont parlait Nathalie. Exactement. Te dire tout repose que sur moi, quoi. Si je merde entre guillemets, c'est moi, quoi. Et qui peut compter que sur nous, donc il faut pas flancher, quoi. Après, pour répondre à ta question, le temps pour soi, c'est Gabriel en parlait tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué. Il faut effectivement savoir l'imposer. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal, donc je me laisse. J'ai pas beaucoup de temps pour moi. J'en prends pas tant que ça parce que en fait, quand ils étaient plus petits, je me suis à un moment donné forcée à en prendre. Et au final, quand la soirée est pas si réussie que ça, qu'on a dépensé de l'argent, qu'on a pris un visiteur et que moi je trouve ça difficile. Et finalement, je crois que se faire du bien, c'est pas toujours prendre du temps pour soi, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, être indulgent avec soi.
être bienveillant avec soi. Ça, c'est se faire du bien aussi, sans forcément prendre du temps. Est-ce que les aînés commencent à garder les plus petits? Parce que j'entends, toi, 17 et 21 de ton côté, Gabriel. Est-ce qu'il y a aussi ce côté-là de dire, bon, bah voilà, ils grandissent, il y a peut-être l'aîné qui va garder les plus petits? Moi, ça me sauve, parce que je suis beaucoup en déplacement professionnel. Si j'avais pas les aînés, je pourrais pas faire mon job. Avec des horaires extensibles. Avec surtout, je pars 3 jours par semaine. Ouais. Je pars 3 jours par semaine, quasiment. Oui, donc du coup, il y a certaines nuits où t'es pas là. Ah oui, quasiment toutes les semaines, en fait. Et c'est pour ça que moi, je leur dis qu'ils sont extraordinaires dans le sens où ils ont été autonomes très très vite, et responsables très très vite. Et là où où j'ai une chance, c'est vrai, je mesure ma chance aussi, c'est qu'en plus ils bossent bien et que ils ont envie de réussir. Ils te rendent, ils te rendent les choses, quoi. Ils me le rendent vous naviguez ensemble en tout cas. Vous essayez d'éviter les grosses vagues. Et vous écopez quand il faut ensemble. Et on est dans la métaphore. En tout cas, ils font les repas ensemble. C'est une manière, c'est vrai. Nathalie, t'allais rebondir, t'allais dire quelque chose? Ouais, alors non, j'allais dire par rapport au fait de pas trop solliciter ma fille aînée. Moi, cette année, c'était l'année du bac, donc honnêtement, j'ai évité de lui demander ça, d'autant plus que son petit frère et sa petite sœur sont en conflit permanent. D'accord. Donc autant en garder un, c'est jouable, autant en garder les deux, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour elle. Donc malheureusement, effectivement, quand ils avaient 8, 5, 2, je me disais oh là là, quand Margot vivement, elle sera formidable, elle pourra garder les 2 petits. Et en fait, je prends encore mes babysitters quand je sors parce que je veux pas lui demander ça. Tu veux pas qu'elle porte cette responsabilité-là. Mais quand il y a un conflit... Mais j'attends avec impatience qu'elle ait 21 et 20. Ça va venir, il y a plus longtemps à tenir. Alors oui, Romain, les conflits, parce que du coup, c'est vrai que ça, en fait, c'est un truc... Alors, quand on a un conflit à gérer, tu t'en sors. Mais quand il y en a 2, 3, 4, comment vous arrivez à gérer des conflits comme ça dans la fratrie? Parce que Romain, il est papa d'un enfant de 3 ans, donc quand il parle de conflit, c'est de conflit avec son fils. Mais oui. Voilà, moi j'ai 2 enfants. J'ai aucune vision en fait du conflit au final. Il a pas de vision de vrai conflit de 2 gamins qui se touillent. Bah ouais, d'où ma question. Parce donc que voilà. déjà, 2, tu vois, Elodie, compliqué déjà. Mais quand on a 3, 4, alors là, c'est... Mais je pense qu'il faut les laisser faire. Gabriel, un cœur olympien. C'est utile les conflits. En fait. J'imagine Gabriel dire bon, je reviens plus tard, d'accord? À tout à l'heure. Régler ce problème, je ferme la porte. Non mais débrouillons. Alors j'ai un peu évolué sur la méthode, mais je pense que maintenant je fais un peu comme ça. Ouais. Celui qui gagne lave ma voiture. Allez hop là. Pas mal. Parce qu'avant t'étais interventionniste et là t'es plus tu laisses faire. Observateur. Ouais. Et puis ça se calme, mais moi, je crois pas aux familles parfaites. J'imagine Gabriel assis dans le canapé en train de manger des popcorn et regarder ses enfants en train de se mettre sur la tronche. Bah écoute, ça tombe bien, Gabriel, ça s'appelle Parents pas parfaits. Nous non plus, nous ne croyons pas aux familles parfaites. Je te confirme, On te confirme bien comme il faut. Chez nous non plus, c'est pas parfait. Oh non. Mais ça demande du self-control de pas intervenir. Enfin, moi, j'ai 2 enfants de 4 et 5 ans. Impossible de pas intervenir, sinon ça hurle dans tous les sens. Après, avec des plus grands, j'imagine que les conflits peuvent être différents, mais à l'adolescence, ça peut être tonique parfois. À l'adolescence, c'est tonique, moi je trouve. Et moi, si j'interviens pas, c'est les voisins qui vont. Et après, c'est la police. Alors bon, c'est embêtant. Alors Gabriel, donne-nous tes... déjà, regarde comme il est calme. Oui, c'est vrai qu'il est hyper calme. Après, on dit les chiens ne font pas des chats. Moi, je ne suis pas calme du tout. Un calme apparent. Ah, ok, d'accord. Non, parce que des fois, il y a des gens, moi j'ai des amis qui sont très calmes, qui ont des enfants très calmes. Donc je me dis quand même, dans certaines familles, ça doit être différent au sein de la mienne, quoi. Non, mais c'est sûr, l'adolescence crée des tensions. Mais, et puis, parce qu'on a des enfants qui cherchent leur place, et voilà. Donc, en fait, oui, certainement faut intervenir, mais moi quand tu élèves seul 4 enfants, tu les vois grandir seuls depuis 10 ans, tu les connais parfaitement. Oui, et tu sais que le fait d'intervenir, et tu sais très bien quand il faut intervenir ou pas. Je pense qu'il faut les séparer au bon moment. Il faut les séparer au bon moment. Il faut. Moi, je suis. Je pense être un père aussi un peu sévère sur 2-3 principes clés, le respect entre eux, voilà. Pas de gros mots. Que je ne supporte pas. Si les gros mots, ça c'est pas le problème, mais
c'est quand il y a de la méchanceté, c'est insupportable chez moi. Donc pas d'armes, pas d'armes blanches. Ouais. Et donc là, je pars assez vite quand il y a un mot qui blesse. Et j'élève la voix et en général, ça se calme. Voilà. Donc, tu es en train de dire quand même, tu as quelque chose qui fait que tu as fixé des limites et ils les connaissent. Un cadre bienveillant, mais un cadre qui est là et qui permet qu'il n'y ait pas des débordements qui seraient ingérables. Voilà. Après, quand c'est des broutilles, parce que c'est souvent quand même des broutilles, faut le dire, c'est quand même pas important les sources de conflit. Là, j'essaie de faire qu'ils se rendent compte tout seuls que en fait, ils ont dépassé le motif de l'engueulade est assez nul et que donc il faudra que ça s'arrête vite, quoi. Okay. Nathalie, toi, les limites, le cadre, est-ce que tu as réussi à le fixer? Alors après, moi, je dis ça pour moi, mais je trouve pas. Enfin, moi, par exemple, des fois, j'ai du mal quand je suis toute seule avec mes enfants, ce qui arrive pas hyper souvent, mais. Je pense pas que ce soit une question de sexe, je pense pas que ce soit une question d'homme ou de femme du tout. Nathalie, toi, comment tu gères les choses? Est-ce que ça te paraît assez facile comme ce que Gabriel décrit ou c'est plus complexe pour toi? Moi, je crois que c'est beaucoup par phase. Moi, encore une fois, je veux pas culpabiliser et j'essaye de pas culpabiliser, mais je pense qu'effectivement, quand je me suis retrouvée seule avec eux, j'avais qu'une idée, c'était les couvrir d'affection, en oubliant un peu mon rôle éducatif, en le mettant en tout cas un peu de côté, et certainement ça m'a porté préjudice ensuite pour essayer de rétablir, refixer après un cadre, mais bon, encore une fois, c'est facile d'être sévère avec soi. Je pense que c'est vraiment par phase. Moi là, je suis dans une période de turbulence. Mais c'est vrai, c'est tout le temps comme ça, c'est des phases. Si t'as besoin de te livrer, tu peux y aller. Ce podcast est fait pour ça, tu peux parler librement. Donc je mets ce que je faisais quand ils étaient tout petits, mais je le refais. Je mets des tableaux de règles dans la cuisine. Okay. Et ils se notent chacun les uns les autres. Chacun se note pour soi. On va pas tout faire aux chasseurs. Mais de façon assez honnête, sinon ça joue pas. Mais bon, voilà, c'est des petits stratagèmes que je mets en place, mais qui tiennent le temps qu'ils tiennent. C'est-à-dire pas toujours très longtemps. Mais je crois qu'on fait un peu comme on peut. Et puis encore une fois, il faut aussi leur faire confiance et se dire que c'est peut-être un mauvais moment à passer et que les choses vont s'arranger. Je pense on est un peu obligé, en étant parents solo, de se dire bon, faisons-nous confiance, faisons-leur confiance. Comme dit Gabriel, on commence à bien les connaître. Et voilà, pas trop se prendre la tête parce que c'est vrai qu'il y a des périodes compliquées. Voilà. Ouais, et puis les enfants et dans la petite enfance et à l'adolescence, c'est aussi des périodes où ils vont venir tester le parent pour voir s'il est bien solide. Parce que ça recommence après. Oui, ça recommence. Oui, il a 3 ans, mais et puis ça recommence en phase, tu sais, comme les séismes. Ça peut être plus fort. En plus. Voilà, c'est ça. Je ne veux plus entendre de Terrible 2, Terrible 4, Terrible. C'est des conneries. T'en as qu'un. Si, il y a fucking fort après Terrible. Il y a le fucking fort, ça c'est super. Mais du coup, je me dis, tu vois, c'est aussi une manière d'aller tester l'adulte. Et moi, j'ai souvent entendu des psychologues qui disaient ça, c'est que quand l'adulte est pas solide, on vient pas tester généralement, tu vois. Donc d'un autre côté, quand on vient se confronter un peu, c'est que le mur, il est assez, le cadre est solide et que du coup, je vais venir voir si ça a pas trop bougé. Donc en effet, je pense que ça peut être aussi une manière de te dire, je les ai couverts d'amour, je suis leur première figure d'attachement, et ça, on sait que c'est primordial pour le développement psycho-affectif et mental des enfants. Et voilà, et en effet, c'est par palier dans la vie de parent. On est d'accord, Romain, c'est pas toujours stable, c'est pas toujours linéaire. Non. Je vais pas te parler du sommeil. Non, parlons pas. Non. Il est dans d'autres problématiques encore. Problématique du sommeil à 3 ans, tu vois. Voilà. C'est pas fini. Mais ouais, c'est par palier. C'est aussi très problématique quand on est parent solo de faire le gendarme tout le temps. Dans les moments difficiles, on ne peut pas humainement faire le gendarme tout le temps. Donc dans un couple, on se passe le relais, c'est un coup. Et finalement, même nous, en tant qu'adultes, on n'a pas envie d'avoir ce rôle. Donc je pense qu'effectivement les enfants en profitent entre guillemets, ou en tout cas le fait aussi, comme disait Gabriel, d'exprimer davantage nos émotions auprès de nos enfants, ça crée des failles dans lesquelles ils peuvent s'engouffrer. Donc voilà, le cap à tenir, il est probablement encore plus difficile parce que ce rôle de gendarme sans relais, il est pas agréable. Ouais, mais bien sûr, mais c'est double. Enfin voilà, vous faites double boulot. Double peine, quoi.
Non, si pas je puis double. dire. Enfin, oui, double peine et double bonheur d'un autre côté. Ouais. Et juste... Mais c'est complexe. Vas-y, Romain, je t'en prie. Non, j'avais une question justement sur votre rôle et ce que vous dégagez en tant que parent solo, mais Nathalie l'a un petit peu abordé et Gabriel aussi au début, mais à savoir d'un point de vue social, quelle image vous pensez renvoyer en tant que parent solo ? Est-ce que vous pensez que que la situation monoparentale a une image positive dans le sens où vous êtes des parents costauds, fiers, qui menaient plein de trucs de front, ou alors vous pensez que c'est pas qu'on vous plaint, mais qu'on se dit quand on vous voit, oh là là, waouh, c'est dur quand même, hein. C'est une très bonne question, ça. Merci Gabriel. Ça fait plaisir. Ça va mettre Gabriel, tu vas mettre de bonne humeur, Romain, là. Merci Gabriel, j'ai pas eu une super journée, c'est plaisir. Tu vois, il vivra moins bien la nuit blanche de cette nuit. Et je te ferai un virement PayPal tout à l'heure. Non, c'est une très bonne question parce que j'ai eu le sentiment, plutôt au début, moins maintenant, mais de faire un peu pitié. Comment il va faire le pauvre ? Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pas agréable du tout. Évidemment. Et tu as du coup une relation sociale qui se modifie un peu parce que tu renvoies aussi quelque chose qui peut arriver aux autres dont ils ont peur. Et puis ça saoule. On a l'impression que quand on te voit, on va. Alors que moi, j'avais pas du tout envie de parler de ma situation ni de ce que je vivais. Mais les gens se sentent souvent obligés de te plaindre. Oui, tu as raison. Mais en fait. Donc du coup, tu as tendance un peu à ne pas trop exprimer ce que tu ressens parce que t'as pas envie qu'on te plaigne en fait. Moi, en tout cas, c'est mon caractère. Oui, t'as pas envie que ça prenne toute la place des discussions aussi, peut-être que ça. Et puis il y en a d'autres qui te prennent pour un super-héros. Et c'est tout aussi exagéré que l'autre parce que tu fais ce que tu peux, comme le disait Nathalie, et t'es loin d'être un super-héros. En fait, t'as pas choisi cette situation. Enfin, je pense que t'aurais aimé quoi comme posture, Gabriel, du coup? Ouais, qu'est-ce que les gens qu'est-ce qu'ils doivent penser ? Quel comportement t'aurais aimé recevoir des autres ? C'est compliqué, hein. Bah, j'ai pas de comportement que je. Ce que je veux dire, c'est que on peut dans la vie sociale être au-delà d'être un parent solo, être avant tout Gabriel ou Nathalie, voilà. Et moi, voilà, et c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a transformé dans ma vie professionnelle. J'avais besoin aussi d'exister en dehors de mon rôle de papa solo, et je pense que ça m'a poussé inconsciemment à la plupart de nos comportements sont inconscients, de toute façon. À entreprendre et du coup à changer progressivement. Pour recréer ton identité, en quelque sorte. Pour te créer ton identité. Mon identité, elle est clairement d'être un père veuf de 4 enfants. Mais pas que. Pas que. Et voilà, c'est une sorte de... Est-ce que c'est une sorte de renaissance partiellement, je veux dire, mais est-ce que ton changement d'identité professionnelle, tu l'assimilerais? Non, je dirais pas ça, mais je pense que je suis allé à l'essentiel, en fait. Ce qui m'est arrivé m'a fait aller à l'essentiel, parce que je voulais aussi que mes enfants soient fiers de ce que je fais dans mon métier, parce que je voulais leur montrer que j'avais compris aussi des choses avec ce qui nous était arrivé, que je pouvais pas faire comme si tout s'était passé comme avant, et je crois qu'il faut leur montrer qu'on se transforme avec les événements qui arrivent dans la vie, et ça m'a transformé en tant qu'éducateur, en tant que parent. J'ai certainement pris un côté féminin dans mon éducation, et je le revendique. Alors tu sais que c'est pas ça, c'est pareil, c'est pas forcément féminin ou masculin en fait quand tu t'occupes. Dans le sens care, prendre soin des enfants ou des autres, en fait ton cerveau il se modifie de la même manière et chez les hommes et chez les femmes. Mais je trouve ça hyper beau et hyper touchant parce que je te vois symboliquement vraiment te dire ok, je vais pas rester stagné sur mon chemin, je vais continuer d'avancer, je veux que mes enfants, comme tu le dis, soient fiers de moi, et c'est une belle transformation. Alors peut-être pas une renaissance, mais en tout cas t'as avancé d'une jolie manière. C'est une belle résilience. Nathalie, je pense que pour toi ça fait écho ce qu'il dit, j'imagine. Tout à fait. Oui, je pense que c'est exactement ça, se recentrer en fait sur l'essentiel.
Et puis, c'est très juste aussi ce que dit Gabriel. On a envie que nos enfants soient fiers de nous. On a envie de leur montrer que cette épreuve, elle ne conditionne pas le reste de notre vie, même si bien sûr elle l'impacte. Elle ne conditionne pas les belles choses qu'on peut faire et les choses constructives qu'on peut faire. Et puis de toute façon, dans la vie, il faut avancer. Donc oui, je pense qu'on se très naturellement en fait. On se recentre sur l'essentiel et on pense à eux. Donc ça fait tenir et ça donne une force incroyable, une énergie incroyable, je crois aussi. Avant-dernière question, avant qu'on vous laisse vaquer à vos occupations et vous occuper de vos enfants. Sans rentrer dans votre intimité bien sûr, mais pour reconstruire du coup une vie de couple, est-ce que ça peut pas poser un problème d'avoir été parent solo alors pas aussi longtemps parce que le mot là aussi est mal choisi, mais d'avoir une longue période comme ça? Est-ce que c'est pas, ça peut pas ils ont peut-être pas du tout envie de repartager leur vie. Oui, peut-être aussi. Non, mais dire non, c'est bon là, je suis très bien. C'est tellement compliqué en fait de recréer un nouvel équilibre seul avec ses enfants. Ça prend du temps à recréer ce nouvel équilibre, à ce que chacun se ressente bien à sa place, que finalement, c'est secondaire en fait Oui, c'est pas la priorité du moment. D'autant plus que, comme on le disait tout à l'heure, on a très peu de temps. Ouais, du coup, c'est le serpent qui se prend la gueule. T'as moins de temps pour voir des gens, rencontrer des gens, créer des liens. Du coup, ouais. Heureusement, il y a Tinder. Canal qui nous permet de... Ouais, et après, il y a plein de parents qui vivent seuls avec leurs enfants qui disent que ça permet aussi d'avoir sa propre organisation. Il y a aussi des avantages. T'as moins de concessions à faire. Ah, les concessions. On fera un podcast là-dessus. C'est pas non plus tout le temps si facile. Donc voilà, ok. Est-ce que, ce qu'on arrive en effet à la fin de notre épisode, est-ce que vous avez envie de rajouter un mot de la fin, ou si vous avez envie de donner un conseil à des parents qui nous écoutent et qui viennent juste de se séparer ou en tout cas qui vont avoir à assumer ce que vous avez assumé, parce que là vous avez quand même de la bouteille, ça fait un moment, on sent qu'il y a des choses qui sont digérées. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire à ces jeunes parents qui commencent cette vie-là? Nathalie, peut-être, si tu veux. Alors moi j'ai envie de leur dire qu'ils vont y arriver, parce que on a l'impression qu'on va pas y arriver, que ce qui nous tombe dessus est insurmontable. Donc ils vont y arriver. Et je pense, en tout cas dans mon activité professionnelle, ce que j'essaye de dire, c'est que il faut se confier, il faut en parler. Je sais que j'ai eu beaucoup de mal à en parler, j'ai eu peur que ça impacte ma carrière, que ça freine mon évolution professionnelle, etc. Mais en fait, les gens ne peuvent pas vous aider si vous ne vous confiez pas. On traverse tous dans la vie des difficultés, on rencontre tous des épreuves, que ce soit celle-ci ou que ce soit une autre, ou la maladie, ou tous à un moment donné, on a des périodes difficiles et les autres ne peuvent vous aider que si ils sont au courant. Ouais, verbaliser ses ressentis, c'est vraiment une super force en fait. On pense que c'est une faiblesse, en tout cas sociétalement ça peut être vu comme une faiblesse, mais en fait en effet, si on dit pas, c'est compliqué, on peut être dans une sacrée solitude. Et faut pas se dire que les autres vont le percevoir comme une faiblesse, les autres vont le percevoir comme une fragilité et pas comme une faiblesse, parce qu'au contraire, ça nous donne énormément de force. Et puis on en a discuté de sens de l'organisation, des priorités, etc. Enfin, puis les autres sont au courant, quoi. Voilà, ma vie, elle est comme ça, et donc voilà, moi je vais faire ce que je vais pouvoir, mais je pourrais pas me plier en... Ne me jugez pas, finalement. Ouais. Et ça aide à la compréhension des autres, parce que Gabriel disait, je sais pas quelle attitude j'aimerais que les autres aient, qu'ils ne me voient pas comme un super-héros, mais qu'ils ne me voient pas non plus comme quelqu'un qui fait pitié. Moi, l'attitude que j'aimerais avoir en face de moi, c'est quelqu'un qui comprend vraiment. Et je crois que les mères célibataires sont encore assez mal vues dans notre société. Et puis les gens ne comprennent pas que finalement, en étant en couple, t'as oublié la crème fraîche au magasin, t'y retournes. Quand t'es solo et que tu te dis, il faut que je rhabille les trois, que je les reprenne sous le bras et que tant pis pour la crème fraîche. Clairement. Donc en fait, je pense qu'il y a encore des difficultés de comprendre ce que ça peut représenter au quotidien. Ouais, faire preuve de bienveillance, de non-jugement et d'être dans l'écoute. Merci beaucoup Nathalie. Gabriel, est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin à ce jeune papa qui commence ce chemin, qui peut-être t'écoutera?
Ouais, moi je reviens sur la culpabilité. Nathalie disait tout à l'heure, est-ce que c'est un sujet particulièrement féminin? Non, je ne crois pas, parce que moi j'ai beaucoup culpabilisé pendant plusieurs années sur est-ce que je passais trop de temps au boulot, etc. En fait, je crois que, et je reviens sur le conseil d'être en transparence avec les enfants, sans aller trop loin, bien sûr, mais je crois que ça aide. Il faut que les enfants arrivent à comprendre un peu ce que le parent ressent, et et ne pas culpabiliser, parce qu'il est tout à fait en droit d'être épuisé ou d'être à bout, et ce n'est pas un signe de faiblesse, en fait. C'est juste un indicateur que doivent avoir les enfants, parce qu'en fait l'équilibre du parent solo et son bien-être est absolument essentiel pour la famille, puisqu'il est tout seul. Donc il faut qu'ils comprennent que malheureusement, c'est comme ça, mais en même temps, c'est très positif pour les enfants plus tard. Les enfants doivent aussi un peu l'aider, quoi. Tout ne repose pas sur ses épaules. On répartit les rôles au sein de la famille, même si le parent a le rôle principal. Je crois aussi qu'il faut que les enfants se responsabilisent pour différentes tâches, mais aussi pour des différentes émotions, etc., et que tout ça s'exprime. Ça nécessite de revoir totalement un peu le schéma de communication et le schéma de... Quand on est trop pudique ou quand on culpabilise, je pense qu'il faut quand même essayer de se poser la question de se transformer un peu, parce que c'est dangereux. Puis de dire aux enfants, voilà, ça va pas être simple, mais on va être dans le même bateau. Mais on va y arriver. On va y arriver tous ensemble. Mais il va falloir que vous mettiez la main à la pâte. Ouais, c'est la notion d'équipe. On agit en équipe. Et bah super. Merci. Peut-être un dernier mot sur le fait Nathalie. pour le fait le conseil à donner de s'entourer, je disais, parler autour de soi, mais vraiment s'entourer justement pour avoir, il y a plein de personnes autour de vous qui peuvent vous aider, pas forcément les proches, parce qu'on n'en a pas toujours à proximité. Voilà, le médecin traitant, l'assistante sociale au boulot, voilà, il y a plein de personnes qui peuvent être de bons conseils et qui peuvent enlever un petit peu de charge mentale. Un grand merci à vous deux. Très très belle leçon de vie pour nous. Rappelez-nous votre actualité du coup, et on terminera comme ça. Alors, avec Accent Égal, j'accompagne les entreprises vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, j'interviens sur l'ensemble des thématiques liées à l'égalité. Du boulot là, hein. Il y a du taf là aussi. Il y a encore du boulot, oui. Et avec ces deux sujets de prédilection, en fait, l'accompagnement de la monoparentalité en entreprise, et puis également la manière dont les entreprises peuvent jouer un rôle dans la lutte contre les violences conjugales, parce que je pense que c'est une lutte qui ne doit pas s'arrêter aux portes des entreprises. Et toi, Gabriel? Et alors moi, en ce moment, je travaille sur le déploiement de centres de santé dans les zones rurales, dans les petits villages, un peu particulier, puisque pour apporter du soin dans les petits villages qui n'en ont pas ou qui n'ont plus de médecins souvent depuis de nombreuses années, on a inventé le concept de temps partagé solidaire entre les médecins. Et donc on a créé une association qui s'appelle Médecins Solidaires, et l'idée c'est que des médecins de toute la France viennent exercer une semaine et se relaient toute l'année. Et avec 50 médecins, on fait une année de continuité des soins. Et on fait appel à un collectif solidaire de médecins. Ça marche parce qu'on l'a testé dans un petit village dans la Creuse, à Agen, à J-A-I-N. Et on a même été, maintenant, on est assez médiatisé, et ce qui fait que les médecins affluent et qu'on va en ouvrir d'autres dans les prochains mois. Et donc, dans les prochains jours, là, je repars dans les villages pour aller ouvrir d'autres centres de santé. Avec ton bâton de pèlerin. Vous pouvez être fiers en tout cas tous les deux. Moi je tiens à vous le dire. Bravo pour tout ce que vous mettez en place dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Des beaux parcours inspirants. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet échange. On était ravis. Et puis à très bientôt. Romain, est-ce que tu veux dire un petit mot? Exactement. Merci à vous deux. Merci Gabriel et merci Nathalie d'avoir participé à cet épisode de Parents pas parfaits qui était consacré aux parents solo mode d'emploi. Merci à vous deux et à très bientôt.